Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai envie de poser une question à Pierre qui nous vient du public, Oui. d'ailleurs. Dans le vidéo de présentation de notre projet, tu dis vouloir renouer avec une conception libérale de l'éducation, de l'éducation libérale, voilà. Alors, ma question posée par une auditrice, qu'est-ce qu'une éducation libérale, mon cher Pierre? Oui, c'est une très vaste question parce que juste par le nom même de ce concept-là, éducation libérale, parce qu'il y a le mot libéral dedans, ça peut être interprété de mille et une façons. Puis c'est un type d'éducation qui peut être facilement idéalisé. Peut-être que je l'idéalise trop, d'ailleurs. Mais c'est aussi un type d'éducation qui va être assez critiqué de tous les bords de l'échiquier politique, d'ailleurs, ou de l'échiquier intellectuel. Peu importe, il y a des gens qui vont l'apprécier, il y a des gens qui vont le remettre en question. Il y en a pour qui l'éducation libérale, c'est quelque chose de fait pour les rêveurs, pour les gens qui vont perdre leur temps. Il y en a d'autres qui vont considérer au contraire que c'est quelque chose de très conservateur, presque réactionnaire. Il faut dépasser ça. Je pense que l'éducation libérale, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre tout ça, puis qui est un peu la base de l'éducation en Occident. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à ta question et à celle de l'auditrice. L'éducation libérale, en fait, c'est une éducation à la culture générale, je pense, et qui est faite pour les gens libres, puis pour rendre les gens libres aussi davantage. C'est quelque chose qui vient de la Grèce antique. Si on remonte assez loin, là, c'est en particulier d'Athènes. Et c'est une éducation à la culture générale qui est faite parce qu'on se dit que un citoyen, une personne libre qui est maître d'elle-même puis qui va participer au débat public, ce qui étaient les citoyens athéniens, ces gens-là, parce qu'ils vont être appelés à prendre position sur à peu près tout, à voter sur à peu près tout, ils ont besoin d'être spécialistes de pas grand-chose, mais de connaître un peu de tout, puis de se débrouiller dans à peu près tout. Il faut être capable d'avoir une certaine profondeur, un recul sur l'histoire humaine, sur la nature humaine. Donc, c'est ça, en fait, c'est une éducation à la culture générale. Que ce soit par ce qu'on a longtemps appelé les humanités, la philosophie, la littérature, l'histoire, aussi par les mathématiques, les sciences, pas nécessairement dans le sens qu'on leur donne aujourd'hui. Puis à travers ça, c'est une recherche aussi de ce qu'est l'être humain. On se pose cette question-là dans une éducation libérale, puis on va lire des vieilles œuvres d'une foule de disciplines, toujours en essayant de trouver ce qu'il y a d'universel, puis ce qu'il y a d'intemporel chez l'être humain à travers les époques. Et justement, ça se fait en lisant des grandes œuvres. Bonjour à tous. Un mot pour vous dire que nous sommes désormais sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous sommes partout. On vous invite aussi à visiter notre page Patreon. Pour l'équivalent de un petit café par mois, vous soutenez notre projet. Commentez, abonnez-vous, mettez des pouces et bon épisode. C'est peut-être le troisième grand point, je pense, pour définir ce qu'est l'éducation libérale. Ça se fait par des œuvres anciennes ou qui ont passé l'épreuve du temps, qui nous parlent encore. C'est pas quelque chose de poussiéreux, parce que au fil du temps, il y a des nouvelles œuvres qui s'ajoutent à ce corpus-là. Donc, c'est pas quelque chose des auteurs complètement dépassés. Là. On revisite le corpus de l'éducation libérale. Mais en gros, c'est pas mal ça la définition que j'en ferais de cette vieille tradition d'éducation. Quand tu parles des grandes œuvres, est-ce que tu pourrais, je sais pas, nous en nommer quelques-unes dans quelques domaines que cible l'éducation libérale? Mais encore là, c'est très, très vaste. On pourrait nommer des centaines de livres qui seraient étudiés dans une éducation libérale, mais disons qu'on va toujours sur le plan chronologique. En philosophie, on va retourner dès les Grecs anciens. Nécessairement, Platon, Aristote, c'est la base d'une éducation libérale. Tous les auteurs, en fait,
que ce soit des historiens, des romanciers, des dramaturges, tous les auteurs de la Grèce antique, de la Rome antique aussi. Puis on avance ensuite tous les nombreux classiques qu'on peut ressortir du Moyen Âge, mais ensuite surtout des Lumières. Puis jusqu'au 20e siècle même, là, de plus en plus, dans l'éducation libérale, on peut faire rentrer des auteurs plus contemporains ou plus proches de nous. Le corpus serait vraiment long. Et ça, souvent, c'est, surtout à notre époque, là, c'est accusé de conservatisme par rapport à plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est un corpus qui est pas du tout homogène et qui, justement, prenons juste Platon et Aristote, ben, s'il y a deux personnes qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose, c'est ces deux-là. Donc, c'est vraiment pas c'est pas un corpus qui fait de la propagande, en quelque sorte. Non, zéro. Au contraire, c'est vraiment un corpus où il y a beaucoup de débats, de dialogues. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental à souligner, parce que, justement, trop souvent, on accuse que c'est un corpus homogène, alors que c'est pas le cas. Oui, je t'en prie. À cet effet-là, il y a Hannah Arendt, dans un texte classique là, sur l'éducation, qui dit que oui, OK, peut-être que l'éducation peut avoir un côté conservateur parce qu'on va préserver certaines vieilles œuvres puis qu'on va les transmettre puis les imposer à des jeunes, mais elle montre bien qu'on peut réconcilier la force de conservation puis la force de changement aussi. Là. Elle dit qu'il faut que l'éducation soit conservatrice pour être capable de préserver ce qu'il y a de révolutionnaire chez l'enfant puis l'amener plus tard. Autrement dit, une éducation libérale se dit, voici le monde tel qu'il est. Voici la somme de tout ce qui a été pensé. Et ensuite, t'en feras ce que t'en voudras. Et c'est au travail des générations futures, imprégnées par cette éducation-là, de décider dans l'action politique, dans le débat intellectuel, qu'est-ce qui mérite d'être changé, qu'est-ce qui mérite d'être protégé ou conservé. Et il y a un auteur en particulier qui est assez intéressant. C'est un historien, philosophe britannique, Michael Oakeshott, qui a écrit le livre The Voice of Liberal Learning. C'est une défense de l'éducation libérale. Et là-dedans, il y a un beau passage où il décrit l'éducation telle qu'il la comprend, donc une éducation libérale, comme une grande conversation à l'échelle de l'histoire humaine. Et pour lui, quand on est quelqu'un qui se tourne vers l'éducation libérale, on prend pour acquis qu'un auteur écrive maintenant ou qu'il ait écrit à l'époque de Platon ou en Grèce antique, ils ont quelque chose à nous dire. Puis la somme de tout ce qui a été écrit et pensé dans l'histoire du monde, ça participe d'une même grande conversation sur ce qu'est l'être humain, puis ce qu'est le fait de vivre en commun, les passions qu'on connaît, toutes les choses qu'on peut vivre, de bien ou de mal. Puis ensuite, beaucoup de ces auteurs-là, peut-être, si on se replonge dans leur vie à eux, ils faisaient plus un monologue qu'une conversation. Mais c'est le travail de l'éducation libérale de nous forcer à mettre ces auteurs-là en relation, de les faire discuter, voir en quoi ils se répondent, en quoi ils s'opposent peut-être, puis d'essayer de trouver des parts de vérité puis de choses universelles puis intemporelles à travers ça. Tu semblais avoir aussi le livre de Raphaël Arthaud McNeill. Oui. Je m'excuse, peut-être que je te lance dans le vide comme ça, mais si tu pouvais nous en parler. Oui, en fait, c'est que disons que c'est. Oui, je vais te le passer, certain. Peut-être avant de répondre à ta question, je pense qu'il vaut peut-être la peine de montrer d'où vient ce livre-là, ou en tout cas cette défense-là de l'éducation libérale. C'est un système d'éducation ou c'est une philosophie de l'éducation qui a du plomb dans l'aile, qui a longtemps dominé dans l'Antiquité, au Moyen Âge, dans les écoles, les universités au Moyen Âge, on enseignait les 7 arts libéraux, le trivium. Ça, c'était l'éducation première, donc là, c'était la grammaire, la rhétorique et un petit peu la logique, donc être capable d'aligner des raisonnements qui ont du sens. Puis ensuite, le quadrivium, et là, c'était arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Puis avec ça, on avait une compréhension globale du monde. L'histoire n'est pas là, mais c'est que l'histoire imprègne toutes ces disciplines-là. Quand on fait de la logique, c'est en lisant Platon. Si on étudie la rhétorique, c'est en étudiant Cicéron. Il étudiait la grammaire, au sens des lettres en général, il lisait Homère, puis Thucydide, etc., etc. Quand on arrive dans l'époque moderne, l'éducation libérale a eu du plomb dans l'aile. Il y a eu plusieurs conceptions différentes de l'éducation qui sont apparues. Une éducation plus scientifique, mais pas la science au sens de
comprendre ce qu'est le monde. La science au sens de, il faut maîtriser le monde pour le changer, pour le mettre à notre main. Il y a une autre conception plus critique aussi. Ça, c'est apparu avec les sciences sociales, où là, les humanités ont essayé d'être plus scientifiques pour se donner une meilleure opinion d'elles-mêmes face aux sciences naturelles. Puis on essaie d'élaborer des lois du fonctionnement des êtres humains. On essaie d'être capable de transformer le monde en trouvant c'est quoi les mécanismes de domination ou peu importe. Sinon, il y a une conception plus contemporaine, des années 80-90, peut-être que ça a émergé, où là, l'éducation est strictement pratique, technique. L'école sert à transmettre des compétences transposables et dans le marché du travail. L'école sert à former des travailleurs et peut-être qu'il y a certaines conceptions de la culture générale qui doivent être mises de côté. Mais face à tout ça, il y a eu des tentatives un peu partout de résistance. Aux États-Unis, un paquet d'universités, de collèges ont maintenu des programmes d'études des grandes œuvres, des great books. L'Université Columbia, notamment, c'est vraiment intense. Là. D'ailleurs, je conseille ce livre-là. Rescuing Socrates par Roosevelt Montas, qui est un prof à l'Université Columbia. Excellente défense des grandes œuvres et de l'éducation libérale. Et au Québec, j'en reviens à ta question, Raphaël Arthaud-McNeill a écrit un très beau livre il y a quelques années, La perte et l'héritage. Et Raphaël Arthaud-McNeill participe d'un programme qui a été créé à l'Université Laval sur l'éducation. En fait, c'est une mineure sur les grandes œuvres, les œuvres marquantes de la civilisation occidentale. Très, très beau plaidoyer pour l'éducation libérale, la perte et l'héritage. Oui, et à la fin du livre, c'est intéressant, puis pour les curieux, je pense que tout le monde aime ça, en annexe, il y a une liste des principales œuvres étudiées au cours de cette mineure ou de ce certificat, je ne sais pas exactement c'est quoi. Donc oui, c'est assez intéressant, là, Thucydide, Plutarque, la Bible, Aristophane, Platon, on pourrait les nommer, Kafka. Donc oui, c'est un excellent livre, vraiment, ça fait une couple d'années quand même, 2019 je pense. Oui, dans ces eaux-là, à peu près. 2018. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est une éducation utilitariste en quelque sorte, mais il y a quand même des résistances ici et là. C'est-à-dire qu'il y a encore des cours d'histoire quand même. Tout à fait. Même si le système d'éducation a toujours voulu essayer de se donner une petite twist compétence, justement. Donc, d'essayer pas seulement d'apprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan qu'est-ce qui s'est passé sur le plan historique, mais d'essayer de développer un sens critique par rapport à ce qui se passe. Puis tout ça, on n'est pas contre le sens critique, mais on a essayé de nous expliquer que juste de connaître son histoire, là, c'était pas assez. Alors que c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et moi, ça, je l'ai souvent entendu comme discours. Ben là, faut pas... Il faut questionner l'histoire d'abord. Oui, c'est ça. Je crois pas, non? Exactement. Il faut l'avoir en soi pour... C'est ça. Avant qu'il y ait un esprit critique, il faut qu'il y ait un esprit dans un premier temps. Exact. Très juste. Puis... Peut-être que le Québec a pris plus de temps que le reste de l'Occident avant d'en venir à ça. On a eu jusqu'aux années 60 le collège classique. C'est là où je voulais t'amener. Le collège classique, donc il durait 8 ans après l'école primaire ou l'école élémentaire, comme on disait à l'époque. Et ensuite, d'un collège classique à l'autre, c'était très inégal. Il y a des collèges classiques avec des profs qui faisaient pas le poids du tout. Là. Il y en a d'autres, c'était très solide. Donc c'est très inégal. C'est vrai que c'est loin d'être tout le monde qui avait accès au collège classique, mais je pense que le collège classique a longtemps été le défenseur d'une conception comme ça de l'éducation libérale, plus longtemps qu'ailleurs en Occident, je pense. Mais justement, si le collège classique est tombé, c'est parce que beaucoup de gens disaient il faut tasser ça, il faut aller vers une éducation pratique, utilitaire, scientifique, former les gens, parce que là, maintenant, on a une éducation de masse. Donc, rêver de réfléchir aux grandes œuvres, etc., c'est pour une élite intellectuelle. Il faut former les gens avec, peut-être, oui, il y avait un minimum de culture générale, mais donc, on a fait ce virage-là. Il reste quand même des traces encore peut-être de ça. Et les cours obligatoires qu'il y a au cégep, d'ailleurs, c'est encore peut-être ce qui reste de l'éducation libérale au Québec. Le fait que peu importe dans quel programme préuniversitaire ou technique il faut faire de la philosophie. Il faut faire de la philosophie, il faut faire de la littérature. Puis on a des cours de français et des cours d'anglais. Ça, c'est un restant de l'éducation libérale. Mais ensuite, c'est un peu laissé à chaque prof. Chaque enseignant va pouvoir décider un peu ce qu'il fait avec son cours. Donc, il y a un paquet de profs qui vont peut-être continuer cette tradition-là de l'éducation libérale.
D'autres vont probablement adopter une posture plus critique. Il faut nécessairement démonter les œuvres du passé. C'est pas qu'il ne faille pas faire ça, mais je pense qu'il y a quand même... Il faut d'abord les avoir lus. Il faut d'abord les avoir lus, peut-être d'abord les comprendre, puis comprendre qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Mm-hmm. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans mon parcours universitaire, c'est qu'il y avait beaucoup de commentaires sur l'histoire de et sur l'œuvre de, et très, très peu de confrontation à la dite œuvre. Oui, c'est vrai. Notamment les cours d'histoire du Québec, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de cours sur comment l'histoire sociale est venue revoir notre vision de tel aspect de notre histoire, comment l'histoire, etc., est venue. Sauf que la dite histoire nationale, qui aurait dû être la base de notre savoir sur laquelle on réfléchit, était vraiment laissée était laissée de côté. Puis j'ai la difficulté à dire que c'est la faute de l'université parce que, rendu à l'université, habituellement, on a des notions d'histoire à l'école secondaire et au cégep, mais clairement, il y a une espèce de bris de transmission. Mais bref, même à l'université, l'éducation libérale a du plomb dans l'aile et on se confronte rarement aux œuvres directement. En effet, puis l'université pousse de plus en plus à la surspécialisation. Mais la surspécialisation, à un moment donné, on en vient à connaître de plus en plus de choses sur de moins en moins de choses. C'est juste. Donc, on est de moins en moins capable de mettre des choses en relation, d'avoir une culture générale, d'être capable de sortir de sa tale précise. Là, puis j'ai participé de ça aussi. J'ai fait un mémoire, j'ai creusé le corpus d'un auteur en particulier, etc. Mais je pense que c'est quand même important d'être capable de toucher à beaucoup de points de vue, beaucoup de disciplines. Là, je ferai le pont avec le livre dont je parlais tout à l'heure, celui de Roosevelt Montas. L'Université Columbia, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ce qu'ils ont fait. Eux, en fait, ce que nous, on fait au cégep, au Québec, là, avec des cours obligatoires, ils ont ça à l'université aussi. Et peu importe le programme que tu fais à l'Université de Columbia, tu es obligé d'avoir des programmes, des cours sur les grandes œuvres de littérature, de philosophie, d'histoire et de politique, et des œuvres scientifiques et des œuvres artistiques aussi. Peu importe le programme. Peu importe ton programme. Génial. Que tu sois en médecine, que tu sois en histoire, que tu sois en ingénierie, tu as 5 ou 6 cours obligatoires à suivre. C'est les mêmes cours, tout le monde est mélangé. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, je pense. Absolument. Puis l'Université Columbia, comme ça, a été vraiment capable de perpétuer l'idée d'une éducation libérale qui transcende les disciplines. Génial. C'est-à-dire qu'il y a une distinction fondamentale qui doit être faite entre la formation générale et la formation spécifique. Mm-hmm. Et souvent, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez les jeunes élèves, de dire « Oui, mais à quoi ça sert, ça? » Je sais pas, tu fais de la géographie, puis là, tu essaies de regarder les territoires, puis les capitales, puis les ci, puis les ça. Et la bonne réponse à ça, ça serait de dire ben, ça ne sert à rien. Ça sert à comprendre le monde dans lequel tu vis. Ce qui est tout. Ce qui est tout. Ça sert à rien, ça sert à tout. C'est ça, exactement. Juste. Et ça, on appelle ça une formation générale. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais ça, il faut être capable de l'assumer, ça, cette distinction-là. Puis de dire, mais si on est capable de l'assumer, bien, tous les arguments contre l'éducation libérale, ils s'effritent. Mm-hmm. C'est de dire, oui, mais ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Mon objectif, c'est de former une culture générale, justement. Et c'est à partir de ça que tu vas travailler. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir devenir un ingénieur quand même. Mm-hmm. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir devenir un médecin, un avocat, nomme-les toutes. Là. Par contre, je défends l'éducation libérale et je la défendrai jusqu'à mon dernier jour. Par ailleurs, il est vrai que, pour parler du cas québécois, il est vrai que le cours classique faisait graduer certaines personnes qui avaient de lourdes lacunes en sciences et en mathématiques. Mm-hmm. Je défends corps et âme l'étude des œuvres, mais elle n'était pas parfaite dans un monde post-seconde guerre mondiale où la technique se développe à vitesse grand V. Tout à fait. Mais à l'époque, justement, c'est une critique qui revenait là, dans les années 40, 50, 60 contre le collège classique. Mais comme j'ai dit, les collèges classiques étaient très inégaux. Il y en a, en effet, où la science, puis les sciences et les mathématiques n'étaient pas là du tout. Il y en a d'autres, au contraire, où on poussait ça vraiment beaucoup. Là. Tout ce qui tournait autour de l'Université Laval. Dès que les Jésuites étaient là-dedans, en général aussi, il y avait des sciences? Il y avait des sciences, en général. On essayait de rentrer ça là-dedans. Excellent. Ouais. Bien, merci, Pierre. Ça fait plaisir. Autre chose à ajouter, c'est complet. messieurs? Parfait.
Merci d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, on vous invite à vous abonner à notre page YouTube et à suivre ce que l'on fait. À très bientôt pour un prochain épisode de Magnum Opus.